Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Bienvenue sur le podcast des citrons. Je suis Leslie Morbin et nous allons découvrir à travers ce podcast des parcours d'entrepreneurs de toute génération et de toute activité qui travaillent tous les jours pour développer leur entreprise contre vent et marée. Ils regorgent de créativité, de passion et ont tous un esprit aventurier. Un podcast qui retrace le parcours de chacun, au cours duquel on peut parler de la réalité d'un entrepreneur, des outils mis en place au quotidien, de l'entrepreneur humain, mais aussi face à cette crise mondiale, leurs évolutions ainsi que de celles de leur activité. Avec cette crise, beaucoup d'entreprises ont dû revoir leur business model. Il a fallu être réactif pour pouvoir pallier aux problèmes, le télétravail a dû être déployé en masse, les modes de livraison ont dû être éprouvés, les formations à distance ont été de plus en plus utilisées, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant utilisés et bien plus encore. Alors encore une fois, bienvenue sur le podcast des citrons. Nous allons essayer d'appliquer l'adage « Si la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade ». Aujourd'hui, nous allons rencontrer Florent Montrouge, homme à plusieurs casquettes et cofondateur de la société Umapro. Il a su se créer son propre parcours en faisant preuve d'audace, mais en étant surtout à l'écoute de l'autre. Il nous livre à travers ce podcast quelques conseils tant bien au niveau de l'atteinte de ses objectifs que du travail en collaboration en entreprise et aussi en télétravail. Nous parlons télétravail, nous parlons humain, nous parlons entrepreneuriat et il nous transmet surtout sa passion pour l'humain. Bonne écoute. Bonjour Florent, merci d'avoir répondu à mon invitation pour l'enregistrement du podcast des citrons. C'est un plaisir pour moi de discuter avec toi. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors Florent Montrouge, j'ai 37 ans, marié, 2 enfants. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Umapro. Et à côté de ça, j'ai différentes activités sur le développement du territoire. Qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel exactement ? Alors j'ai plusieurs casquettes. Ma première casquette, c'est psychologue du travail. Donc pour ceux qui ne voyaient pas trop ce que c'est, souvent on nous confond avec les psychologues cliniciens. Donc notre rôle, c'est pas tellement de dire à une personne de s'asseoir sur le canapé ou sur le divan et de lui demander de nous dire ce qui va pas, mais plutôt on va demander à un dirigeant d'entreprise d'allonger son entreprise, sa culture, son histoire, et ensemble voir qu'est-ce qui va ou qui pourra aller mieux ou qui ne va pas. Donc ça, c'est pour la partie psychologue du travail. Et puis, en tant que dirigeant d'entreprise, on intervient sur 3 champs d'activité. Donc le premier, c'est du consulting. On va faire tout ce qui est accompagnement au changement, tout ce qui est stratégie d'entreprise. Et dans un second temps, on va travailler sur tout ce qui va être lié à la formation pour combler les points qu'on aura identifiés dans le cadre du consulting. Et enfin, notre troisième activité que les gens connaissent un peu moins, mais qui prend de l'essor, on est également éditeur de logiciels puisqu'on a créé un outil qui permet à l'entreprise de faire un diagnostic et d'accompagner ses salariés pour que tout le monde trouve sa place et joue son rôle en pleine qualité de vie au travail. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé là avec ces différentes casquettes, s'il te plaît ? Oui, alors moi j'ai d'abord commencé dans le secteur de la grande distribution. J'ai d'abord été vendeur multimédia et en électroménager. Et puis dans le temps, j'ai commencé à me développer, à me former de manière un peu autodidacte. Et puis je suis passé de vendeur à formateur en interne, puis formateur indépendant. J'ai été manager de centre de profit, donc j'ai plutôt évolué dans le commerce et dans la formation. Finalement, je me suis pris au jeu et puis de la formation est arrivé les ressources humaines. Donc je me suis également auto-formé et passé quelques diplômes. Puis j'ai été donc directeur des ressources humaines pour différentes structures. L'humain me plaisait énormément, donc j'ai poursuivi sur le volet santé au travail. Et donc c'est ce qui m'a amené à être psychologue du travail, puis dirigeant d'entreprise. Est-ce que tu as rencontré des freins sur ton parcours ? Oui, alors un certain nombre de freins, mais je pense que c'est propre au parcours de chacun et au contexte professionnel de chacun. La vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Mais disons que moi j'ai fait 17 ans de ma vie en région parisienne. Je suis né à La Réunion, je suis réunionnais, je suis parti donc comme je disais en région parisienne pendant 17 ans. Je suis revenu sur l'île en 2010. Et puis de 2010 à aujourd'hui, on continue la belle aventure sur notre île natale. Et pour revenir pour répondre plus exactement sur ce que tu as évoqué, un exemple simple. Étant plus jeune, quand j'ai souhaité me former pour devenir formateur, donc en 2005-2006,
je suis arrivé chez Pôle emploi en disant voilà, j'ai telle expérience de 5 à 6 ans dans le domaine de la grande distribution et j'aimerais bien être formateur. Et on m'a dit bah écoute, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une liste d'attente de 2 à 3 ans pour passer un titre de formateur professionnel pour adultes. Bon, ok. Et puis je dis bah, comment ça se passe? Il y a une information collective tel jour, vas-y. Je suis parti à l'information collective et là, il y avait 90 personnes dans la salle. Et on nous dit, bah, écoutez, ce sont les 11 premiers qui écrivent sur le papier qui auront la chance d'être sélectionnés pour faire la formation. Et les autres, bah, faudra tenter votre chance sur les prochaines informations collectives. Sachez qu'en moyenne, c'est 2 ans d'attente. Ah oui. Bon, je me suis pas laissé, ouais. Je me suis pas laissé démonter. J'ai été élevé dans une famille monoparentale. On m'a toujours dit, écoute, si t'arrives pas à passer par la porte, bah, passe par la fenêtre. Et donc j'ai appliqué ça, hein, je me suis pas laissé démonter, puis je me suis dit bon on va être un peu observateur, je me suis resté dans la salle, je me suis dit bah je vais essayer de voir qui écrit son nom sur le papier, qui a rendez-vous où, et peut-être qu'à l'issue de sa rendez-vous bah je pourrais me glisser et puis y aller. Et donc du coup bah c'est ce que j'ai fait, j'ai vu le dernier qui avait rempli son papier, il est monté au premier étage, je me suis caché un peu comme dans un film d'espionnage, et puis j'ai préparé le temps que la personne passe son entretien, ben j'ai ressassé dans ma tête tout ce que je pouvais dire pour essayer de tenter ma chance. Et puis quand la personne a ouvert la porte et que celui qui avait signé est parti, j'ai laissé mon pied entre les deux pour pas que la porte se ferme. Je me suis d'abord tout de suite excusé pour pas faire peur à la personne qui était dans le bureau en disant je suis vraiment désolé mais à circonstances exceptionnelles, à conséquences aussi exceptionnelles, c'est juste pour vous dire que je suis candidat et que si quelqu'un se désiste, j'ai préparé un dossier et voilà toute ma motivation. Et c'est un peu comme ça que j'ai toujours évolué jusqu'à présent. Donc quand j'arrivais pas d'une manière, je décidais dans une autre et je me laissais pas démonter. Donc voilà, je pense que c'est un peu l'exemple qui illustre bien les difficultés qu'on peut rencontrer parfois, mais dans lesquelles il faut pas se laisser démotiver et tenter, qui tente rien à rien. Voilà. Oui, il faut oser parfois. Alors, comment est-ce que tu vas en ce temps de confinement? Écoute, je vais très très bien, je dois l'avouer. On a la chance d'être dans un secteur d'activité où le Covid a plutôt l'effet inverse, puisque nous, on est dans l'accompagnement d'entreprises, on va accompagner des structures dans le privé, dans le public, qui ont besoin de se réorganiser face aux changements qu'elles rencontrent. Et le Covid est un changement comme un autre, avec par contre des mesures qui sont différentes. Et donc pour nous, ça consiste à mettre en place un maximum de télétravail. Donc on a dans nos équipes du personnel qui a l'habitude de travailler justement en télétravail, ou en tout cas qui a le background nécessaire pour pouvoir s'adapter. Et donc du coup, c'est ce qu'on a mis. Donc aujourd'hui, on est une petite équipe, hein, on est 7, et sur les 7, tout le monde est en télétravail. Et est-ce que ce confinement a changé quelques habitudes pour toi? Oui, parce que même si on est assez à l'aise avec les outils et que d'un point de vue méthodo, ça pose pas de problème, adaptation à nos clients, ça n'en pose pas, mais on est quand même des personnes qui sont très portées vers l'humain, et c'est vrai que le lien social et le fait d'être dans une même pièce, même sans se toucher, ça on en a besoin, ça nous manque. Et donc parfois avec certains collaborateurs, on essaie de se retrouver quand même pour maintenir ce lien-là. Donc bien évidemment, on respecte tous les gestes barrières, la distanciation sociale, les masques, les gants, etc. Et le gel aussi. Mais c'est vrai que ça nous manque un peu. Donc, on prend sur soi et puis on essaie de composer. D'accord. Vous avez imaginé des moyens pour pouvoir vous rencontrer virtuellement, par exemple? Alors ces moyens on les a déjà parce que comme je disais on a l'habitude de travailler en télétravail, donc nous par défaut déjà avant même le Covid on a les outils nécessaires, puisque pour certains on est sur Microsoft 365 donc qui comprend Teams notamment, qui nous permettait déjà de pouvoir faire de la visio. Faut savoir qu'on se déplace beaucoup chez nos clients parce qu'on est plutôt une équipe de consultants qui accompagnons in situ nos clients. Donc quand un collaborateur est chez un client et qu'il doit échanger avec un autre qui est chez un autre client ou au siège, et on passe par la visio, donc on a l'habitude déjà. Après du coup ce qu'on fait c'est qu'on a des réunions, enfin on a mis en place quand même un cadre, on ne voulait pas être les coordonnées les plus mal chaussées, donc on a installé des rituels et tout ce qu'il fallait en matière de chartes liées au télétravail, donc comment on organise le travail, comment on manage, comment derrière on garde des délais, des dates fixes en termes de rituels pour se dire voilà tous les lundis matin c'est réunion avec tout le monde sur 1 heure maximum, et le mardi c'est 1 heure mais en plus petit comité uniquement par pôle. Donc voilà comment on a installé notre fonctionnement au quotidien. Alors est-ce que tu pourrais me parler un peu de la réalité d'un entrepreneur pour toi?
La réalité d'un entrepreneur, alors je pense déjà, pour quelque part donner un peu la vue que j'en ai, c'est que peu importe ce que je pourrais dire pour la décrire, ça ne sera jamais ce qui est commun à chacun, et ça ne sera jamais tout ce que l'on peut vivre finalement. Parce qu'à mon sens, la réalité, c'est toujours on a toujours un fragment de réalité. On ne peut jamais décrire tout ce qu'est la réalité. Alors c'est pas philosophique ce que je dis là, hein. Ça veut dire que en tant qu'entrepreneur, au quotidien, on a une idée de comment on peut composer avec ses ressources. Ok, j'ai une équipe, j'ai des ordinateurs, j'ai une voiture, j'ai des moyens de production. Ok. Mais au-delà de ça, il y a toujours des événements externes ou internes qui vont venir semer un peu la pagaille dans ce qui a priori fonctionne correctement. Et donc l'idée, c'est comment on fait pour justement gérer ce début de pagaille et très rapidement trouver des solutions. Donc pour moi, l'entrepreneur, c'est toujours un créateur en permanence. Créer des solutions ou des choses qui n'ont pas été pensées ou qui n'ont pas pu être pensées parce que à chaque jour un nouveau combat, et à chaque jour son lot de jolies surprises et de montagnes russes. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta journée type en tant qu'entrepreneur? Alors, par quoi on commence généralement? Enfin, par quoi je commence? Je pense que je vais pas être je dirais très original, voilà, cherchez le mot, merci. Je commence par checker ma boîte mail, mon planning, ok, qui j'ai prévu de voir aujourd'hui, de quel temps je dispose pour chacun, gérer mes priorités, et puis donc du coup une fois que j'ai checké mon planning, j'ai envoyé mes premiers mails, je vais me lancer dans des échanges. Généralement, j'essaie de passer les appels téléphoniques plutôt le matin quand je me dis que les gens sont assez disponibles, sauf le lundi, parce que généralement chacun a ses réunions d'équipe dans sa propre entreprise ce jour-là. Et puis après, on enchaîne les dossiers et on va chez les clients. J'essaye quand même d'avoir à minima tous les jours un échange avec un collaborateur. Alors, en arrivant au boulot le matin, qu'est-ce qui te fait sourire? Disons le cadre. J'ai la chance d'être chez Tamarun à la Saline-les-Bains dans l'Ouest, et donc en termes de cadre, c'est hyper agréable puisque c'est vert, il y a du soleil, il fait beau. C'est peut-être très terre à terre ce que je dis là, mais quand on a vécu pas mal de temps en région parisienne ou ailleurs, faut vraiment, malgré ça fait 10 ans que je suis retourné à La Réunion, ne serait-ce que de pouvoir me dire tous les matins je prends la route, je vois un paysage magnifique et dans des conditions exceptionnelles, je dis merci à la vie en général. Donc ça déjà, ça me fait sourire. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de créer cette entreprise? Alors, ça fait 10 ans que je suis indépendant, même s'il y a eu quelques passages par du salariat pour filer un coup de main ci et là. Je pense que c'est d'abord parce qu'il y a une fibre sociale avant tout. Quand j'ai commencé dans la vente, c'était pas tellement la partie commerciale qui m'intéressait, c'était le relationnel que je pourrais avoir avec les clients, avec mes partenaires, mes dirigeants. C'est un truc tout bête, mais par exemple, quand je faisais de la vente, je m'intéressais à qu'est-ce qui permettait de financer pour les clients leur achat. Comment on peut bien gérer un SAV, comment ça se passe d'un point de vue fournisseur, etc., etc. Donc j'ai toujours été très curieux de l'ensemble de ces relations. Et puis de fil en aiguille, ça a été, je veux en savoir plus du côté de l'humain, donc je me suis orienté vers la formation et les ressources humaines. Et quand on veut encore mieux comprendre ce qui se passe, la psychologie est un bon remède. Et donc au travers du MAPRO, mon choix, c'était vraiment d'aller plus loin dans le relationnel, puisqu'un être humain a plein de contraintes. Et si je pouvais travailler à diminuer ces contraintes et ouvrir le champ des possibles, c'est gagné. Donc voilà ce qui me motive. Et quelle est l'histoire que MAPRO souhaite raconter au grand public? Que tout est possible. On compose avec des ressources qui parfois sont cachées. On n'a pas idée de ce qui sommeille en nous. Souvent un peu la phrase, les deux phrases qui nous animent le plus, en tout cas à mon échelle et que j'essaie de partager un maximum avec mes équipes, c'est la première, ça va être: on a tous en nous le potentiel de notre réussite. On a tous en nous le potentiel de notre réussite. Donc, ok, peut-être qu'aujourd'hui je suis pas au top, peut-être que là je vois pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir, peut-être que je me trouve en galère, mais il y a autour de moi et en moi plein de ressources que je ne soupçonne pas et que je peux mobiliser. Et la deuxième qui pour nous est encore plus la leitmotiv, c'est: je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Alors c'est pas nous, bien sûr, c'est Nelson Mandela qui l'avait lui-même repris d'un dialecte africain qui voulait dire Ubuntu.
En gros, c'est que en tout temps, on se construit au travers des autres et on a toujours moyen d'écrire une nouvelle histoire. Et donc la curiosité que l'on peut avoir nous amène toujours à construire et à être un meilleur nous-mêmes au fur et à mesure. Donc allons-y et construisons ensemble. Comment fais-tu pour faire garder ce lien fort entre tous les collaborateurs? Ben, déjà, je pense que ça passe par de la proximité, de l'écoute. C'est pas toujours évident, hein, je pense qu'il faut aussi le dire. Quand on est comme moi dans un métier où on a plusieurs casquettes, il faut savoir bien borner les casquettes. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis psychologue du travail, d'accord, mais je suis également manager, je suis également dirigeant, je suis également entrepreneur. Et donc ces différentes casquettes ont des périmètres qui parfois peuvent être incompris par ses collaborateurs. Donc il s'agit de régulièrement bien les expliquer. Et donc ça passe par une communication de tout temps. Par exemple, au sein du MAPRO, j'ai créé un centre documentaire qui permet à chaque collaborateur d'avoir régulièrement de la veille sur le métier et sur l'environnement socio-économique. On a mis en place également tout un système de formation qui leur permettent de se former sur ce qui leur plaise. Et puis régulièrement, on a des cadeaux de communication sur les évolutions du monde et du métier en général. Pourquoi ça? Parce que la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui et sera pas celle de demain. Une start-up comme toute entreprise peut être amenée à pivoter, à changer de modèle économique, à changer d'organisation, changer d'outils. Et parfois, le changement, c'est pas facile. Et donc, du coup, pour que chaque collaborateur s'imprègne le plus de ça, on communique sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit et là où on veut aller. Et en donnant un maximum d'exemples qui sont en dehors de soi, parce que sa parole à soi est certes importante pour son équipe, mais c'est bien aussi d'avoir des exemples qui sont en dehors de l'entreprise et qui permettent de continuer à donner encore plus de sens. En parlant des différentes étapes de vie d'une entreprise, quels ont été les grands développements du MAPRO depuis sa création? Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que UMAPRO existe, a été immatriculé officiellement en février 2017, mais c'est un rêve qui était en construction depuis déjà pas mal d'années. Et donc, quand UMAPRO s'est créé, c'était déjà le fruit de pas mal de choses. Ça fait plus de 10 ans que j'interviens sur le territoire avec mon associée Brigitte. D'ailleurs, c'est une histoire aussi de transmission puisque elle va prendre sa retraite prochainement et du coup, je vais reprendre les rênes de l'entreprise dans les mois à venir. Et les grandes étapes du MAPRO, ça a été d'abord en octobre 2016 quand on est entré dans nos locaux. On était encore à ce moment-là chacun en indépendant tous les deux, le temps que les papiers se fassent. Février 2017, on a eu notre premier enregistrement au CFE et mai 2017, on avait notre cabis. Et donc les 7 premiers mois, ça a été d'installer tout ce qui était administratif, tout ce qui était lié au process, au support de vente, enfin bref, installer tout le back office nécessaire à la mise en œuvre de nos prestations de services. 2018, on a eu notre premier salarié et notre premier CDI en juin 2018, si je me trompe pas. Et donc, on a doublé les équipes en 2018 et on a à nouveau doublé en 2019. Et ça se profile bien pour éventuellement continuer les recrutements pour 2020. Donc, je pense que tu mises sur l'innovation pour le développement de l'entreprise. Oui. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques innovations que tu as mis en place, enfin que vous avez mis en place? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a 3 activités. On a une activité qui est particulière, c'est l'édition de logiciels. Donc, pour ça, on est finaliste du trophée Innovation Outre-mer, qui est un trophée qui se développe à l'échelle nationale dans tous les dom-toms et qui nous a amené à être finaliste sur Paris. Et donc, on a créé un outil qui permet, comme je disais tout à l'heure, à toute entreprise d'avoir le pouls de son entreprise, parce que entre simplement donner des directives et vérifier comment chaque salarié s'approprie ces directives et la vit réellement au quotidien, il y a un écart. Et il faut savoir que cet écart coûte en général par an pour les entreprises françaises, par exemple, un peu plus de 100 milliards d'euros. Ce qui n'est pas rien. Et donc, ce qu'on on a développé, c'est un outil qui permet de faire du diagnostic, mais pas que, c'est d'accompagner aussi les choix et les décisions. Pour ma part, je me suis aussi beaucoup investi dans différents projets, puisque je suis également référent compétences et métiers à la French Tech Réunion. Donc, j'ai été élu en avril 2019 et vice-président compétences et métiers chez Digital. Alors,
au-delà des titres, c'est pas ça qui est important, c'est la volonté de s'engager dans l'innovation. Pour nous, un métier, c'est avant tout aujourd'hui un portefeuille de compétences et qu'on donne un nom de poste pour permettre à avoir des points de repère. Mais quand on sait qu'un métier sur deux est en voie de changement profond et que d'autres vont carrément disparaître, c'est important pour nous de penser l'innovation sous toutes ses formes. Donc régulièrement, on intervient dans le secteur dans tous les secteurs, public, privé, dans le tourisme, etc., dans le secteur financier, ressources humaines, pour observer les innovations et voir comment on peut mettre notre pierre à l'édifice. Du coup, est-ce que tu as déjà connu de grosses coupures, de gros arrêts par rapport à ton entreprise? L'année dernière, on a eu un gros virage qui a été assez complexe avec la réforme de la formation professionnelle. Ça n'a pas été facile du tout. Il faut savoir qu'on avait un certain fonctionnement avec des contrats qui étaient signés à très haut niveau et donc une visibilité sur 2 à 3 ans. Et malheureusement, avec la réforme de la formation professionnelle, le contrat devenait caduc. Donc on se retrouvait d'un seul coup avec un écart important en termes de chiffre d'affaires et qui mettait en danger la pérennité de l'entreprise, puisqu'on avait fait des investissements au regard de ce qui avait été signé. Et le fait que malgré les signatures, les contrats n'étaient plus du fait du client, mais du fait des financeurs de la formation caducs, enfin pas caducs, mais en tout cas non exploitables, il a fallu pendant les 7 derniers mois se retrousser les manches, courir dans tous les sens et surtout sécuriser nos emplois. Donc on est vraiment très content de ça, d'avoir pu maintenir la totalité des salariés alors qu'on se retrouvait avec plus de 60% de notre chiffre d'affaires d'amputé. Ah oui, c'est quand même impactant, quoi. Ouais. Quelle est ta cible au niveau de la clientèle? Est-ce que c'est qu'à La Réunion ou c'est la métropole, c'est au niveau mondial? Si je prends nos clients actuels, j'ai des clients qui ont pas de salariés, j'ai des TPE qui ont moins de 10, j'en ai qui ont plus de 100 et j'en ai qui ont plus de 1000. Et aussi bien dans le public que dans le privé. Donc on va dire qu'on a une cible privilégiée qui aujourd'hui se situe plutôt sur le TI, enfin la PME et le TI, donc petite, moyenne et entreprise. On va pas encore chercher les grosses, et puis sur la Réunion on n'a pas vraiment de très très grosses entreprises avec plus de 40 000 salariés, on n'est pas dans on n'a pas cet écosystème là. Après, en termes de déploiement, on a commencé déjà à se déployer sur Mayotte depuis l'année dernière. Et puis en fonction de comment les choses évolueront, on se met pas de limites. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a cette possibilité-là d'échanger au niveau international. Donc pour l'instant, on en profite, on commence à nouer des contacts, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la stratégie, de comment est-ce que tu fais pour atteindre cette cible de clientèle? Alors que la stratégie, c'est un peu délicat comme cours, parce que il y a aussi ce qui relève de la confidentialité. Ce que je peux dire à minima, c'est que ça passe par une bonne écoute de son marché. Ça passe par une bonne conscience de ce que l'on est aux différents stades et de ce qu'on n'est pas aussi. Donc parfois il faut savoir dire non, même si au début on se dit que quand on lance sa boîte, on va un peu croquer là où on peut. Je pense que c'est vrai que quand on n'a pas le choix, on y va, mais en même temps il faut aussi toujours prendre ce recul de se dire, est-ce que ce que je fais continue toujours à avoir du sens pour moi et correspond toujours à l'idée que j'ai de l'entreprise que je développe. Et autant mettre de l'investissement en interne qu'en externe. Je pense que c'est hyper important de pas uniquement se focaliser sur aller chercher des clients, c'est aussi comment accompagner ses collaborateurs pour pouvoir grandir aussi. Alors en parlant de l'écoute du marché, comment est-ce que tu vois ce marché se développer aujourd'hui? Alors pour moi, il y a une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la transformation digitale des organisations et des métiers. Comment je le vois évoluer? Je pense qu'il dépend beaucoup de l'histoire de l'entreprise. Je veux dire, il y a aujourd'hui parmi nos clients, on voit bien des entreprises qui sont soit des entreprises familiales, soit des entreprises qui se sont pas forcément modernisées dans le temps, qui sont à la recherche d'un second souffle, et puis d'autres qui au contraire sont hyper ancrées dans leur temps et qui ont plus besoin de petites touches que de gros efforts pour s'adapter.
On est sur un marché à La Réunion qui est très disparate d'un secteur à un autre. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans le secteur du tourisme, on voit que il y a de gros écarts entre des prestataires de tourisme et je dirais les institutionnels qui sont présents. Ils vivent pas forcément dans les mêmes temps, mais je vois avec plaisir qu'ils tendent à se rapprocher les uns des autres. Donc, ce qui n'a pas forcément été le cas pendant pas mal d'années. Dans le secteur du BTP, là encore, il y a un gros écart entre les toutes petites boîtes et les grosses boîtes. Je pense qu'il y a quand même un gros besoin d'accompagnement, mais justement, il y a aussi des gros projets qui naissent en ce sens, qui sont portés par l'État. Je sais pas si beaucoup s'en rendent compte, mais on a quand même la chance d'avoir rien n'est parfait, hein, je le conçois, et on perçoit aussi en fonction de l'urgence qui fait notre quotidien. Mais j'estime quand même qu'on vit dans un beau pays avec énormément d'opportunités, avec des leviers qui existent. Après, il faut savoir les mobiliser et rencontrer les bonnes personnes. Mais bon, après, je suis pas forcément celui qui fait le bon exemple. Mais quand on est rentré à La Réunion, pour ma part, avec ma femme, ça nous a pris 3 semaines pour trouver du travail. Ça nous a pris du temps pour commencer à construire un réseau. Mais en tout cas, on n'a pas eu de vrais freins en disant on veut pas de vous alors qu'on connaissait personne. Je veux dire, cette histoire qui dit qu'il faut absolument avoir 15 000 pistons pour évoluer. Je dis oui, c'est plus facile quand tu as un réseau, mais ce réseau aussi, il se crée. Et donc, commencer par créer vos réseaux, rencontrer des personnes, sortir de sa grotte un peu et aller voir l'autre. Et puis, ça avance. Alors, lorsqu'on met les pieds dans ton entreprise, à UmaPro, quelle serait notre première impression? Quelle est l'ambiance qui s'en dégage? Je pense que le mieux, ce serait de poser la question à mes salariés. Je suis peut-être le plus mal placé pour répondre. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'ambiance qui s'en dégage. L'ouverture, je pense. J'ai quand même pas mal de proximité avec mes équipes. Alors parfois c'est vrai que quand on commence à grandir un peu et à monter dans les volumes, quand je dis volume, c'est les volumes d'effectifs ou les volumes de travail, forcément on est peut-être un petit peu moins présent qu'on a pu l'être au début, mais globalement il y a quand même ce sentiment d'entraide et de plaisir. Enfin, en tout cas pour ma part, dès que j'arrive, je suis content de voir les uns et les autres blaguer, avoir un canal où ils peuvent échanger et mettre leurs blagues en permanence, et tout est fait pour qu'on se sente bien. Je veux dire, les choses sont colorées. Ouais, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. On a quand même fait un énorme effort pour donner à chaque collaborateur des conditions de travail qui soient les plus agréables possibles. Est-ce que tu pouvais nous parler un peu de ton style de management? Oui. Alors, j'ai un peu pour philosophie la même que Steve Jobs, c'est-à-dire on embauche des gens intelligents pour que eux nous disent quoi faire et pas l'inverse. Mais après, je pense que cet adage-là, il n'est valable que si les prérequis sont installés. Donc, chaque collaborateur a l'opportunité d'être dans la contradiction. En psychologie du travail, on parle beaucoup de dispute professionnelle. La dispute professionnelle, c'est quand vous êtes capable de dire à quelqu'un « je suis d'accord, mais ». Et tout ce que vous allez mettre dans mais, après le mais, c'est ce qui fait votre originalité, c'est ce qui fait votre perception des choses, et qui elle-même a été construit par rapport à votre propre expérience des choses. Et donc, chez nous, en tout cas pour ma part en termes de management, je suis énormément vers l'ouverture et donc je vais adapter aussi mon management à la personne qui est en face de moi. C'est sûr qu'une personne qui est peu autonome et qui a besoin de cadrage au départ, je vais pas lui donner la même autonomie qu'une personne qui a déjà 5, 6, 7 ans de bouteille et qui a déjà une forme d'autonomie qui s'est mis en place. Donc, il y a toujours une notion de contrôle, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, mais je ne suis pas dans le contrôle systématique, enfin, je dirais pas le contrôle systématique, mais dans le management directif qu'on peut avoir lorsqu'on n'a pas confiance ou on ne se dit pas qu'il faut à un moment donné travailler pour qu'on puisse déléguer. Donc voilà, donc je vais travailler sur l'autonomie et je vais accompagner au fur et à mesure et je vais adapter mon profil aux personnes qui sont en face de moi. Et comment ça se passe au niveau recrutement chez UmaPro?
Oui. Alors le recrutement, comment ça se passe? Ça va dépendre des postes. Ça dépend aussi du niveau de technicité. Alors, on a un processus de recrutement qui, je pense, est assez classique, pas forcément, parce qu'avec les accompagnements qu'on fait, on s'aperçoit que c'est pas toujours comme ça. Mais en tout cas, on a un parcours d'intégration qui est là. Donc le recrutement, on va mettre une annonce. On va d'abord discuter entre collègues pour voir quels sont les profils qu'on recherche. Et au regard de l'histoire du MAPRO, quels sont les mots qui sont peut-être les plus pertinents à adopter, parce que parfois on pense peut-être véhiculer une idée et puis on s'aperçoit dans le temps que ça n'a pas forcément été compris comme ça parce qu'on n'a pas été suffisamment explicite. Et donc régulièrement on échange les uns avec les autres, donc avec toutes les équipes, et je leur dis voilà, je pense recruter tel ou tel profil, vous en pensez quoi? Quelle serait votre idée? Si je devais faire particulièrement attention à quelque chose, ce serait quoi? Donc je le présente à l'ensemble. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on publie l'annonce et chacun participe à son échelle à ce recrutement. Et en amont que la personne arrive, on prépare un petit discours pour que la personne sache qui fait quoi et comment. Et puis après le parcours d'intégration commence et puis on y va. Il faut savoir qu'on a créé au niveau de nos outils des wikis qui permettent à une personne qui débarque, parce qu'on se rappelle jamais de qui est qui et qui s'appelle comment et qui fait quoi d'ailleurs. On a une vague idée parfois du métier de l'autre. Et on a mis en place des wikis qui permettent à une personne qui arrive, des wikis, c'est des espaces où on va pouvoir poser ses questions un peu ou découvrir des choses. Et donc quand la personne arrive, elle peut aller dans son documentaire, avoir ce qu'il lui faut en termes de vision sur l'entreprise, sur son poste, puisqu'on a aussi une déclinaison du projet d'entreprise qui est bien détaillée. Et puis elle va pouvoir ensuite échanger avec les autres au regard de ce wiki qui a été créé par ses pairs. Donc c'est les collègues qui créent l'environnement d'intégration des futurs entrants. Et comment est-ce que les collègues te décriraient? Encore une fois, je suis pas sûr que je suis bien. Pour répondre, comment ils pourraient me décrire? On va dire que ce qu'ils disent souvent, c'est que j'ai quand même ce côté hyper humain sur les choses. Je suis pas je suis vraiment quelqu'un qui se nourrit de l'humain, qui se nourrit des ressentis, qui se nourrit de l'autre. Et donc, je pense que je suis, on va dire ça, profondément humain. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta politique RH? Oui, ma politique RH, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on est en phase de pivot. On est en phase de pivot dans notre modèle économique et dans notre stratégie. Alors je ne peux pas non plus trop en dire, mais on va dire qu'on a établi déjà les fondamentaux en matière de gestion prévisionnelle et des emplois et des compétences, de manière à ce que tout en gardant les effectifs actuels, on puisse les monter en compétences et qu'ils puissent s'intégrer aux nouveaux métiers qui seront dans le pivot qu'on est en train d'acter. Et donc ça passe par une définition des projets, une déclinaison des process et une mise en cohérence avec le patrimoine de compétences qu'il y a actuellement dans l'entreprise. Et on en discute régulièrement entre collaborateurs pour que la théorie, bien évidemment, rejoigne la réalité. Alors, si j'ai bien compris, l'agilité, c'est un mot d'ordre chez vous. Ouais. Comment est-ce que cela se traduit? Quelles sont les méthodes de travail ou les outils de gestion de projet que vous utilisez peut-être quotidiennement? Au quotidien, je vais en citer déjà à minima deux. Le premier, c'est Microsoft 365. Ça nous permet de travailler sur des Word, des PowerPoint en collaboration. On va travailler également avec Trello. On va avoir Digiforma, on va avoir Monday. On a pas mal d'outils. On a aussi comment ça s'appelle Mindjet. Donc tout ce qui permet de faire des cartes mentales, des cartes heuristiques. Donc on a énormément d'outils qui nous permettent de travailler de manière agile. Et après, au-delà des outils, je pense, c'est plutôt l'état d'esprit. Dès le départ, comme je reviens dessus sur cette histoire de centre documentaire, l'idée était de dire que régulièrement, chaque collaborateur doit avoir un certain nombre de ressources pour faire face au réel de l'activité. Le réel, c'est aujourd'hui ça se passe comme ça, demain ça peut être autrement. Et donc que tout ça se passe comme ça ou autrement, où sont les ressources qui te permettent toi aussi à ton échelle de pivoter. Donc ça va passer par des ressources physiques,
donc ce centre documentaire qui est lui en ligne, parce que tout est en SaaS chez nous, n'importe qui a accès à ces informations à distance. Et ensuite, ça va passer par des réunions d'échange où on va brainstormer un maximum. On a dans mon bureau, comme celui de la partie consulting, on a 4 énormes tableaux qui nous servent à dessiner des process ou des manières de travailler. Et puis on met tout ça en échange. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, chacun prend sa part et on retraduit tout dans Trello pour que chacun puisse avancer. D'accord. Alors, parlons un peu de ce contexte actuel, donc le confinement. Est-ce que tu étais prêt pour une telle situation ? Être prêt, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à quoi que ce soit tant qu'on le vit pas réellement. Par contre, je pense qu'on est capable d'avoir des ressources qui, elles, peuvent être mobilisables en fonction de ce qu'on rencontre. Nous, on fait de l'accompagnement au changement au quotidien, donc typiquement, on est peut-être mal placé pour être donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que au quotidien, on construit suffisamment de ressources pour nous permettre de faire face à n'importe quel type de situation. Après, de là à dire qu'on est 100% prêt, qu'on a tout préparé, qu'on sait tout faire, non, bien sûr que non. On s'est resté totalement humble sur la chose. La situation est arrivée, d'accord, ok. Notre première réflexion en tant que dirigeant, ça a été de voir comment je pouvais sécuriser les choses, donc de réfléchir à mon plan de continuité d'activité. Ok, on pose les choses, qui on est, qu'est-ce qu'on a, quels sont les scénarios, et face à chaque scénario, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme ressources, et quelles sont les ressources manquantes. Ok, et c'est comme ça qu'on fait face. Et puis d'un point de vue social, c'est comme je disais tout à l'heure, échanger un maximum les uns avec les autres. Donc en termes d'adaptation, je dirais qu'on a une équipe qui s'est très très vite adaptée. On n'a vraiment pas de contraintes aujourd'hui. Par contre, il y a des choses qui dépendent pas de nous, notamment les éventuels retards de paiement de nos clients, parce que eux-mêmes subissent la crise à leur échelle et avec leurs propres ressources. Et donc du coup, dire qu'on est prêt, je sais pas si on pourrait dire ça, mais par contre, on dispose de ressources. Et est-ce que vous vous êtes adapté face à ce confinement au niveau personnel ? Oui, on doit le dire. Disons que dans l'équipe, il y a une bonne partie qui le vit super bien et d'autres différemment. Mais après, ça se comprend. On jette pas la pierre. Bien au contraire, si ça se vit différemment, c'est parce qu'il y a de la légitimité derrière. Il s'agit d'accompagner ça. Donc ça passe par le discours. En tout cas, par exemple, j'ai un de mes collaborateurs qui m'a fait part du besoin de retrouver un peu plus du lien social, parce que l'isolement du télétravail, c'est pas forcément ce qui lui fait du bien. Et donc à partir de là, on a discuté et on s'est dit tiens, écoute, si ça te dit, le bureau il est accessible, tu y vas. Moi, ce que je te propose, c'est que peut-être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, on se fasse un point d'échange physique. Et puis on avance. Et puis on a créé du coup également un canal sur Teams pour permettre à chacun de faire un peu un apéro virtuel. C'est toujours ça. Donc voilà, donc on essaie de s'adapter aux besoins de chacun. Ceux qui le vivent bien tout de suite, on y va et on continue à soutenir. Ceux qui ont un peu plus de mal, idem, et on trouve des solutions et on fait des propositions. Et est-ce que tu as mis en place ou est-ce que tu aurais des astuces pour que le télétravail se passe du mieux possible ? Alors nous, on a créé un support qu'on a fait pour, je sais plus si c'est pour la CPME, le MEDEF, je crois que c'est pour la CPME qu'on avait fait ça. On a fait un support justement pour pouvoir gérer au mieux au quotidien la situation. En tout cas, mes premiers conseils, c'est d'abord de commencer par son PCA, son plan de continuité d'activité, donc de poser ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et les éventuels scénarios. Et face à ce scénario, comment on peut composer avec quoi comme ressources. Ça serait le premier niveau. Le deuxième, bien évidemment, c'est de porter un regard d'un point de vue, santé au travail. Et donc pour ça, le meilleur moyen, à mon sens, c'est de joindre l'organisation du PCA avec la santé au travail, et donc de construire une sorte
pas de manuel, mais à minima une réflexion avec les collaborateurs sur quelles sont les conditions pour bien travailler, c'est-à-dire est-ce que j'ai les conditions matérielles, est-ce que le temps est bien encadré, est-ce que le management est adapté à la situation, qu'est-ce que je peux plus faire parce que je suis à distance, qu'est-ce que je peux faire, et en fonction de ça, quelles sont les ressources dont dispose chacun, pour qu'on puisse aussi pas tomber sur quelqu'un parce qu'il peut pas faire, tout simplement parce qu'on n'a pas identifié qu'il n'avait pas les ressources pour. Et donc voilà, ça passe pour moi par ce point-là. À l'échelle de l'entreprise, d'avoir cette vision sécuritaire et méthodologique, et à l'échelle des collaborateurs, poser avec eux tout ce qui va faire l'organisation du télétravail. Moyens, outils, ressources. Et en termes de confinement, on peut parler d'une certaine incertitude. Comment est-ce que vous l'avez géré en entreprise? Alors le confinement, comme je disais, on a la chance de pouvoir télétravailler. La première chose qu'on a fait avec les équipes, c'est qu'on s'est posé, on a dit bon, qu'est-ce qu'on vend comme prestation? Ok, ça passe par quoi de manière opérationnelle? Ça passe par des entretiens, ça passe par du recueil documentaire, ça passe par des observations, ça passe par des formations. Ok. Les observations qui nécessitent d'être présentes sur site, on va les reporter. Par contre, tout ce qui est lié à la collecte documentaire, on peut toujours le faire par mail. Tout ce qui va être lié aux entretiens, pareil, en visio. Et ce qui va être lié à la formation, essayons justement d'innover dans nos pratiques. Plutôt que d'avoir une formation qui va durer une journée avec nos clients, peut-être qu'on pourrait justement commencer à faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait plus tard, à savoir imaginer des méthodes qu'on utilise beaucoup en neurosciences, avec des formats beaucoup plus courts et en travaillant sur le réel du quotidien. Et donc, j'ai demandé à chacun de réfléchir à ça. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et à partir de là, on a pu dérouler. Et comment fais-tu pour garder cette motivation sans faille pour maintenir ton entreprise à flot? Garder cet optimisme? Je suis un naturel optimiste. Donc, je vais pas dire que je fais un effort parce que c'est dans ma vie, j'ai vu pas mal de choses, comme chacun a vu pas mal de choses. Mais ce que j'ai pu en tout cas en tirer, c'est de savoir rester optimiste. Je vois des gens j'ai rencontré des gens qui ont vécu des choses horribles et qui pourtant gardent le sourire. Je pense qu'il faut relativiser. Comme je disais, on est dans un beau pays qui est imparfait comme tous les pays, mais qui est un beau pays. Je suis fier d'être français et je me dis que mince, on est quand même sur une île. On a la chance de pas mourir de froid, de toujours trouver à manger si on regarde bien. La nature est plutôt clémente sur notre territoire. On n'est pas dans un pays en guerre. Donc de quoi parle-t-on réellement? On parle de s'adapter, ça fait 2 mois, un mois depuis le mois de mars. Ok, l'homme s'adapte de tout temps, et en ce qui concerne nos contraintes d'adaptation sur notre territoire, je les trouve vraiment minimes comparé à ce qui se passe autre part. Alors bien évidemment, ça n'enlève pas qu'il y a des personnes qui sont dans une misère ultime, qui sont en train de limite crever. Je n'exclus pas du tout ça, mais justement, si toi tu ne le vis pas, mesure cette chance-là et vis et avance. Fais-le pour ceux qui n'ont pas cette chance. Est-ce que tu pourrais nous parler de la pression de l'entrepreneur? Est-ce que tu la ressens aujourd'hui? Oui, bien sûr, comme tout le monde. On a tous des comptes à rendre, soit à un proche, soit à une banque, soit à un partenaire financier, ou soit à un collaborateur, tout simplement. Et donc, ce que je dirais, c'est que cette pression, elle mérite d'avoir de la ressource, d'essayer de prendre du recul et garder la foi. Ouais, je pense qu'il faut garder la foi et l'entretenir. Et parfois, il faut savoir prendre du recul pour mieux revenir. Et surtout, pas rester seul. Très important de pas rester seul. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une anecdote ou d'une expérience de l'accompagnement d'une entreprise, d'une belle histoire? Ouais, j'en ai plein. Pour moi, alors on va dire que j'ai accompagné un groupe d'experts comptables. Quand on s'est rencontrés au début, c'était écoute, on veut juste un prestataire pour accompagner nos propres clients, mais pas nous.
D'accord, mais pourquoi pas vous? Parce que nous, tout va bien. On est en train de se transformer en ce moment, mais a priori, tout est cadré. On nous a déjà averti qu'on aurait un turnover qui serait important. Mais bon, après, c'est pas grave, on fait avec. J'ai dit, ok, mais ça mérite d'être travaillé. Est-ce que vous êtes heureux en ce moment? Sans plus, on fait le job, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous enquiquinent. Peut-être qu'avant de travailler pour vos clients, on peut essayer d'avoir une première approche pour vous et voir comment on peut faire en sorte que ce qui vous enquiquine soit un peu plus sympa. Et puis, on a commencé sans trop savoir de leur côté vers où ils allaient, mais sinon on savait très bien où on voulait les emmener. On a commencé à poser les choses. Donc, on est passé de personnes qui parlaient d'équivalent temps plein quand ils désignaient un collaborateur, de personnes qui remplissent une grille de scoring pour arriver à être productifs sur des dossiers clients, je suis super content, ils ont créé un groupe WhatsApp, maintenant ils font des pique-niques le week-end, d'ailleurs il y en a qui font du sport, et puis vous savez quoi, chiffre d'affaires on a augmenté de 40% et on a diminué de 20% nos coûts salariaux. J'ai dit c'est génial, et c'était la plus grande, et puis avoir ce dirigeant qui pleure quand il te dit ça, enfin ces dirigeants parce qu'ils sont deux à l'occurrence, c'était une très belle victoire. Félicitations en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de votre éditeur de logiciel? Tu nous parlais de la prise de pouls d'une entreprise. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? Donc comme je disais, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à ça. Je réfléchissais à comment être plus efficace, parce que quand on est dans le monde du conseil, de l'accompagnement, etc., on commence toujours par faire un diagnostic et ensuite on accompagne selon les résultats du diagnostic. Et souvent le diagnostic il va prendre 6 mois, 8 mois, 1 an, voire plus en fonction de la taille de l'entreprise. Sauf que le temps qu'on fait le diagnostic, souvent l'entreprise attend de changer et de pivoter. Et donc il n'a pas le temps de mettre en œuvre ce qu'on a diagnostiqué et il se remet à nouveau dans d'autres problématiques. Et donc je me suis dit ce serait bien qu'on réfléchisse à une manière de pouvoir faire des audits les plus profonds possibles, les plus complets possibles, pour pouvoir mesurer le degré d'engagement ou d'écart entre un projet et l'engagement d'un salarié. Et donc du coup ça a commencé comme ça, puis on a commencé à penser la chose, et bon donc on a installé une démarche, et donc cette démarche, l'outil c'est un outil qu'on déploie dans les entreprises où ils vont d'abord commencer par répondre à des questionnaires, et on va se greffer également leur outil de gestion. À partir de là on va mesurer ce qui fait la santé ou la non santé organisationnelle du travail, c'est-à-dire aussi bien les indicateurs économiques, de management, de performance, que le ressenti des salariés face à l'organisation qui est en place. Et à partir de là, on va sortir un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, actuellement, comme il y a un défaut d'organisation à tel ou tel niveau, tu perds X% de ta masse salariale ou X% de ton chiffre d'affaires. Et à partir de là, l'outil va faire des préconisations de gestion en ayant intégré à l'intérieur un gestionnaire de projet. Donc, on va dire par exemple, OK, la semaine prochaine, j'ai besoin de lancer un projet où il y a besoin de telles compétences. L'outil va dire de quelles compétences tu as besoin. La personne va sélectionner un certain nombre de compétences. Et comme on a les datas des salariés, on va nous dire, écoute, un tel et un tel, tu peux les mettre ensemble. En plus, ça fera du sens parce qu'ils ont besoin tous les deux de progresser sur tel ou tel aspect. Et c'est comme ça que l'outil va accompagner l'organisation, les collaborateurs et les managers vers une meilleure qualité de vie au travail. Ah, c'est vraiment très intéressant. Moi, je connaissais des outils tels que ZestMeUp, par exemple, qui prenaient le pouls, mais qui n'étaient pas aussi poussés. C'est vraiment là où on se démarque énormément. C'est-à-dire que, ok, t'as fait une photo, c'est sympa, mais une fois que t'as la photo, concrètement, comment tu changes les choses? Et donc c'est pour ça qu'on a créé cet outil-là, c'est qu'on voulait un outil qui va beaucoup plus loin que simplement prendre une photo. C'est déjà être capable de faire une photo qui va beaucoup plus loin que le simple ressenti. Et ensuite, au-delà de la photo, accompagner réellement sur le poste de travail chacun pour développer de la performance, aussi bien sociale qu'économique. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour l'après-confinement? Là, on a commencé déjà à y réfléchir, donc à voir côté client ce qu'ils souhaitaient faire, parce que aussi ils vont y aller progressivement. Donc en fonction du degré de déconfinement et de sa vitesse côté client, on va adapter notre déconfinement. Est-ce que tu as mis en place des actions pour aider la population au cours de cette crise? Oui, puisque j'ai animé un webinaire pour le compte de Digital Réunion, qui est d'ailleurs en review, pour ceux que ça intéresse. Et donc sur ce webinaire, j'explique à plusieurs entrepreneurs et à tous ceux qui souhaiteraient le regarder comment s'y prendre dans les faits pour arriver à faire face à la situation.
Et puis entre-temps, j'ai aussi pas mal de personnes qui m'appellent et qui me posent souvent quelques demandes. Donc en off, sans que ce soit une démarche commerciale, on aide comme on peut d'un point de vue professionnel. On mettra le lien dans la description du podcast. Ok. Alors, la situation a certes bousculé le train-train quotidien de chacun. Qu'est-ce qu'on peut garder de positif de cette situation selon toi? Énormément de choses. Ouh là là. Énormément de choses. Je suis pas mal de podcasts, notamment d'acteurs comme Gabriel Gorovitch ou d'autres qui font des trucs comme Grossmaker ou Dans l'arène ou il y en a d'autres qui fait aussi Dans la tête d'un VC ou Dans la tête d'un CEO. Parmi eux, il y avait un exemple que j'ai adoré qui renvoyait à un reportage qui a été fait sur Arte, qui est disponible sur YouTube. Alors si on peut mettre ce lien aussi, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et je crois que ça s'appelle l'être humain, une si petite chose à l'échelle de la planète, quelque chose comme ça. Dans ce reportage, on t'expliquait à quel point il fallait relativiser, quoi. On est une civilisation qui est très très récente et qui pourtant fait beaucoup de dégâts à notre planète. Et c'est vrai que ce confinement, mine de rien, il permet à tout notre écosystème qu'on a tendance à polluer par notre activité, lui permet de respirer, de trouver un second souffle. Et moi, je trouve ça génial ce fait qu'on ait une empreinte environnementale amoindrie parce que justement on est obligé à rester chez soi. Et je pense que ça c'est déjà une première victoire en soi, quelle que soit la suite. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous partager? Oui, alors le premier, je dirais, ce serait de prendre conscience de soi. On est peu de choses et beaucoup à la fois, et de capitaliser un maximum sur ce qui fait nos forces, de comprendre nos faiblesses sans leur tirer dessus. On reste des êtres humains qui faisons avec les moyens du bord et avec les ressources qu'on a. Donc des fois on a tendance à se dire putain merde, si j'étais moins con, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Mais c'est parce que justement tu as capitalisé sur ça que tu es capable de dire ça. La personne qui a fait la connerie avant, elle a été incapable, donc tu as déjà grandi. Donc capitalise là-dessus et garde confiance en toi. Et donc voilà ce que j'ai envie de dire à tout le monde, gardez confiance en vous. L'être humain est un être formidable qui est capable de beaucoup de choses, mais il faut qu'il prenne confiance et qu'il arrive à fédérer autour de lui des gens de confiance. Merci beaucoup pour ce conseil. Alors, j'aurais 3 petites questions bonus à te poser pour mieux te connaître. Alors, premièrement, quel est le moment le plus important de la journée pour toi? Celui où je retrouve mes enfants et ma femme. Ouais, j'adore mon travail, hein, ça n'enlève rien. Alors, quelle est l'application que tu utilises le plus? LinkedIn. Et quelle est la curieuse habitude que tu aimes bien faire? C'est con, mais c'est le matin au moment du café, juste souffler pour avoir la vapeur qui réveille les yeux. Merci beaucoup Florent pour cet échange riche de conseils et de témoignages. J'espère que pour vous aussi, cela est un agréable moment, que Florent a pu vous transmettre sa passion d'entreprendre, son optimisme à toute épreuve, ainsi que son goût pour l'humain. Merci d'avoir écouté, pensez à partager et à laisser 5 étoiles pour qu'on puisse retrouver facilement le podcast. Si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs que vous aimeriez écouter dans le podcast des citrons, laissez-moi un commentaire. À bientôt!